Heureux. Oui. Oh, mais attends. Ça fait combien de temps qu'il n'y a plus de musique? Oh, ça devait pas faire longtemps en vérité. Ça ne devait vraiment pas faire longtemps. Ok. On a combien là à peu près? Je vais noter. Je vais noter. Je vais noter là. Je vais noter le timer. Comme ça, je pourrais couper le. Je pourrais couper le. Le re. Ouais, vas-y. 0,36. Enfin, 2,36 0. Voilà, comme ça on pourra cut. Par contre, je vais virer le petit message. C'est bon, on est de retour. Et le roux. C'est un gros re, ça. Vraiment, c'est un gros re, ça. Alors, vire-moi l'affichage. Fiche-moi ça. J'ai mis ça, c'est pour la musique. Il y a le son de Mike. J'ai viré le message. Ok. Oh putain. Ah, pétard, devrais-je dire. Comment est-ce qu'on va écrire ce plot twist? Des petites infos. Des petites infos. C'est compliqué, c'est compliqué. Le plot twist, c'est vraiment toujours compliqué pour un jeu de rôle. Parce que dans un roman, c'est pas problématique. Tu peux mettre une information subtile. De toute façon, ton personnage, il va pas s'y diriger, il va pas s'y jeter dessus parce que t'as un contrôle total sur le truc. Dans un jeu de rôle, peut-être une information subtile, tu vois. Le joueur, il peut se jeter dessus. Vorace comme il est, il peut vraiment s'y jeter dessus. Et là, ton plot twist est découvert dès le début. Encore une fois, je l'ai dit, c'est normal, c'est un jeu de rôle. Le plot twist peut être révélé dès le début. Parce que on peut pas contrôler ce que vont faire les joueurs. Et c'est aussi tout l'intérêt d'un plot twist, je trouve, dans un jeu de rôle, c'est que ça révèle toute la liberté qu'ont les joueurs, parce que ils peuvent le découvrir dès le début. Et ça rajoute de la magie au plot twist, parce que s'ils le découvrent pas, alors là, à la fin, paf, ça apparaît, ils se disent, sans déconner, c'est le premier pécor qu'on a croisé, et on n'a rien capté. Pourquoi pas? Alors par contre, pour le coup, on va pas forcément le faire croiser le pécor. Quelle forme ça pourrait prendre? Dimitri Vazer ne serait pas mort. Très bien, ça c'est le plot twist. Dimitri Vazer est en vie. Donc ça on va virer. Voilà. En vérité, pour le coup, ça serait peut-être embêtant. Parce qu'ici on a l'enfant, dans les aventures, on a l'enfant fermier qui est lié à Dimitri Vazer. Escorter l'enfant d'Omi Vazer. Alors là, je suis un petit peu embêté. Je pense qu'on va faire en sorte que ce ne soit pas son fils. On va plutôt dire escorter l'enfant. On va dire qu'il bossait pour Dimitri Vazer. On va dire plutôt escorter l'enfant qui travaillait avec Dimitri Vazer. Alors on va dire l'enfant qui travaillait, mais qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Ah ouais, mais époque moyenâgeuse, société féodale, t'es gamin, tu vas faire des petites tâches quoi. C'est-à-dire là en l'occurrence, tu vas amener de l'eau. Lui en gros ce qu'il fait c'est qu'il amène de l'eau. Et voilà, escorter l'enfant qui travaillait avec Dimitri Vazer jusqu'au grand puits pour qu'il y puise de l'eau. Il a peur de s'y rendre seul, car est persuadé d'y avoir aperçu des lumières étranges. Il est assigné à ce puits précis. Quelque chose brille au fond du puits. C'est bon, il n'y a pas d'autres informations liées à Dimitri Vazer. La seule liaison qu'il avait avec lui, c'est qu'il travaillait avec lui. Donc voilà, on n'a pas la cruauté du délire. Alors chez son fils, il est au courant de rien. C'est peut-être un petit peu abusé sinon. Donc ce qu'on va mettre... Gertrude Dabopierre est le seul au courant. Donc, information subtile. Quelle information on pourrait apporter? Je sais pas trop. Parce qu'en fait, techniquement, au tout début, dans les discussions aux alentours, nous avons... Cela fait 3 jours que Gertrude Napopierre dévore tous les petits biscuits de la boulangerie. Mais bon, il se réconforte comme il peut. Là... c'est pas une info. C'est pas une info qui irait dans le sens qu'il ait survécu.
Dimitri Vazer a fait une chute mortelle. Cette falaise n'est pas une alliée. Ça nous aide pas. Tu ne dois pas aller au bout des champs, sinon tu tomberas de la falaise comme le monsieur. Alors tiens-moi la main, c'est pas une info. Gustave Miffer s'est disputé avec lui, je l'ai entendu. Alors ne viens pas me dire qu'il est innocent. C'est pas une info non plus. Quelles informations on pourrait apporter? Ah, ça va être très très compliqué là pour le coup. Je pense que le plot twist, ça sera le plus compliqué à écrire dans tout ça. Peut-être qu'il le croise. Peut-être qu'effectivement... peut-être qu'il le croise, ouais. Je sais. Je sais. Oh, je sais tellement. En fait, ce soldat-là... c'est... ça serait lui. Il serait déguisé en soldat. Et ça serait la raison pour laquelle il informe les joueurs que, comme quoi, voilà, les chevins, ils cherchent quelqu'un pour mener l'enquête. Je pense que ça serait pas mal. Il se serait déguisé en soldat. Mais alors, la question, elle est là. Quelle information subtile pointerait vers le plot twist? Quelle information il pourrait obtenir de fait de le croiser lui? Est-ce qu'on fait le coup classique c'est un soldat moustachu, par exemple, et en gros, plus tard, on peut leur dire aux joueurs que Dimitri Vazer portait la moustache. Ah, t'es en mode, oh, j'en ai croisé un soldat avec une moustache, c'est forcément lui. C'est bon, détends-toi, tu vas peut-être pas te jeter à ce point sur ça, quoi. Si on te dit, si tout le monde te dit il est mort, il est tombé de la falaise, on l'a vu, il est mort, tout ça, bah tu vas pas te dire, ah bah attends, le soldat il a une moustache, c'est bon, c'est lui déguisé. Non, tu te dis pas ça, quoi. On va faire ça. On va faire ça, ma gueule. Tu vas voir. Regarde-moi ce soldat moustachu. Soldat moustachu. Oh oui, le soldat moustachu. Il est beau. Il est beau, le soldat moustachu. Info subtile qui pointe vers le plot twist. Alors là, info subtile, un peu chelou, quoi. On va dire Dimitri Vazer porte la moustache. Porte la moustache. Dimitri Vazer porte toujours la moustache. Ouais, mais on va plutôt dire a toujours porté la moustache. Dimitri Vazer a toujours porté la moustache. Donc ça serait la première information type plot twist qu'on apporterait. Ok. En sachant que... Ah, mais il le croise dès le début. Bah c'est pas une info, hein. C'est juste... voilà, c'est juste une... soldat moustachu, quoi. Est-ce qu'on apporte... Merde, j'arrive pas. Entre crochets... Dimitri Vazer déguisé. Voilà. Pour comme ça, le meneur de jeu soit tout de suite au courant. Dimitri Vazer déguisé. Je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas trop. On va mettre ça. Ok. Ensuite, il faut une information erronée. Pour que tout de suite, les joueurs ils se disent non, c'est bon, il est bien canné, on va pas se poser plus de questions. Et ensuite, on a une information subtile qui est beaucoup moins subtile. Information erronée. Est-ce que justement, c'est une information qui n'est pas fiable? Après, techniquement, ça, il y en a déjà. Pourquoi? Parce que
Parce que, tac, 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 si on descend, je suis les chemins, tout ça. Je demande comme depuis 3 jours, qu'une enquête soit menée. Comme vous le savez déjà, je ne vois pas les jeunes forgerons Gustave Miffer tuer quelqu'un, encore moins pour le vol d'un objet décoratif. Ça, techniquement, c'est déjà le cas. Parce qu'en gros, on apprend que ce serait Gustave Miffer qui l'a poussé, qui l'a buté. Donc après, on peut aller l'interroger et apprendre que... il va dire que non, moi j'ai tué personne. Je l'ai pas poussé, je l'ai jamais vu tomber de la falaise, etc., etc. Mais après, c'est parole contre parole quelque part. C'est que on ne sait pas si cette personne est fiable. Mais techniquement, on a déjà cette information comme quoi il est accusé, effectivement, et même il est enfermé pour ça, de l'avoir poussé. Mais cette information, elle est fausse. Elle n'est pas fiable. Donc techniquement, on a déjà cette information. En sachant que... Oula, mais attendez, parce que j'ai même pas placé la première info. La première info comme quoi il portait toujours la moustache. Arrivé à la maison de l'échevin, dans la salle des doléances, sur un trône, une femme siège, son regard se porte sur les PJ. Elle s'adresse à eux. Nanana. Gertrude Napaupière, le fermier, s'avance, terminant un biscuit, et demande... Tout ça, l'échevin me soupire. Elle rétorque ça... Et donc là, faut mener l'enquête sur la chute mortelle. Ok. Gérustine, chameau, introuvable. Et je pense que là... Je pense que ce sont des informations. Et je pense que nous pouvons peut-être mettre là. Dimitri Vazer portait toujours... la moustache, voilà. Et donc, il faut trouver un moyen, lorsque l'on incarne les différents personnages, il faut trouver un moment, pour placer cette information. Vous incarnez un personnage et vous leur dites « Oh, ce bon Dimitri Vazer, il nous manque. Oh, lui, sa moustache. Je l'ai toujours connu avec une moustache, d'ailleurs. » Voilà. Donc comme ça, on apporte cette information un petit peu subtile, juste, il porte une moustache, quoi. C'est tout. Point barre. Ok. Ah, je sais ce qu'on peut mettre comme autre information. Information subtile. L'information, ça serait... Il n'y a pas de soldats à l'entrée du hameau. Ok. Ce que l'on peut dire, tac 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 tic tac toc toc. En haut. Soldat moustachu. On peut apporter le fait que les joueurs arrivent vers l'entrée. Imaginons l'entrée nord. Voilà. Arriver vers l'entrée nord. Et un soldat moustachu qui les accueille. Déjà plus tard, on apprend que Dimitri Vazer portait toujours la moustache. Et plus tard encore, on va apprendre qu'il n'y a... on peut mettre même jamais de soldats à l'entrée nord du hameau. Voilà. Il n'y a jamais de soldats à l'entrée nord du hameau. Donc là, ça va être deuxième information. T'es en mode, attends. On a été accueilli par quelqu'un, pas un soldat, là où il n'est pas censé y avoir de soldat. Il portait la moustache comme Dimitri Vazer, celui qui est mort. T'as deux infos. Soit t'es en mode tête dans le guidon, tu captes rien. Soit t'es en mode je suis sûr il essaye de nous faire un truc et tout de suite tu peux comprendre le truc. Ou alors tu peux partir sur totalement autre chose. Tu dis merde, est-ce qu'en fait c'était genre peut-être il y a un complot qui est en train de se créer, peut-être en fait c'était un mec infiltré et tout. Peut-être les joueurs ils peuvent imaginer des trucs de dingue. La moustache fait son homme. Demet. Ah, c'est sûr que ça change tout de suite l'apparence. Mais ouais, à partir de là, le plot twist, bon bah c'est Dimitri Vazer est en vie. Très bien. Mais touche là pour lire qu'il nous faut une information erronée. Mais alors techniquement, l'information erronée est déjà apportée.
Elle est déjà portée par les dialogues sur le fait que, voilà, ça serait Gustave Miffer qui l'aurait poussé. Et ça, c'est l'information erronée, parce qu'elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable parce qu'elle vient de Gérustine Chameau. Et Gérustine Chameau, justement, elle est introuvable. Elle ne débarquera qu'à la toute fin. Donc je pense que ça peut marcher. Information erronée. Gérustine Chameau est témoin de la mort de Dimitri Vazer. Est témoin de la... Ouais. Gérustine Chameau est témoin de la mort de Dimitri Vazer. On va mettre la vue de ses yeux. Mettre de ses propres yeux. De ses propres neneuils. Elle l'a vu de ses propres yeux. Voilà. Gérustine Chameau est témoin de la mort de Dimitri Vazer. Elle l'a vu de ses propres yeux. J'aimerais bien mettre un L, mais ça va faire 2 lignes. Ah non, ça va. Elle l'a vu de ses propres yeux. Donc en fait, on pourrait prendre ça. Ok. Ok. Il n'y a jamais de soldats à l'entrée du... super. D'ailleurs, le plot twist, il apparaît où? Dimitri Vazer, portait toujours la moustache, c'est super. Mais c'est super. C'est super, c'est incroyable. Et on l'apprend où, le fait qu'il n'y ait jamais de soldats là-bas? Ah, faut les placer, les infos, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que là, nous avons que l'information comme quoi Dimitri Vazer portait toujours la moustache. Donc là, on est au tout début. Ils traversent le hameau, ils arrivent dans la maison de l'échevin. Ils découvrent un peu la mission. On apprend que Dimitri Vazer portait toujours la moustache. Ok. Gérustine Chameau est introuvable. Et est-ce que ça serait pas un moment un petit peu de liberté à ce moment-là? À ce moment-là, les joueurs peuvent aller où ils le désirent. Ils peuvent aller... ils peuvent interroger un petit peu tout le monde. Et donc c'est pour ça que, voilà, on a juste les informations. Mener l'enquête sur la chute mortelle. Dimitri Vazer portait toujours la moustache. Gérustine Chameau est introuvable. Et pourquoi pas ajouter à ce moment précis, Gérustine Chameau est témoin de la mort de Dimitri Vazer. Elle l'a vu de ses propres yeux. Voilà. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est les deux infos pour le plot twist, en fait. On en a deux qui s'enchaînent. Enfin, qui s'enchaînent. Ouais, si, techniquement, ouais, ils s'enchaînent. Donc on aura ces informations-là. Faut improviser. Faut improviser en tant que meneur de jeu pour arriver à délivrer ces informations convenablement. Après, c'est un boulot aussi de mener la partie, quoi. On termine sur le point sur le fait que Gérustine Chameau, de toute façon, elle est introuvable. Donc on va pas pouvoir l'interroger, on va pas pouvoir en apprendre plus. Donc les joueurs, ils resteront en mode... Bon, sur cette information, on est un peu en stand-by. Pour autant, il y a quand même quelqu'un qui l'a vu crever de ses yeux. Vraiment. Et bon, juste le fait qu'il porte une moustache, voilà, c'est pas une information suffisante pour être aussi... comment dire, pour penser que le soldat qu'on a croisé à l'entrée était celui qui est censé être mort et il serait déguisé. Enfin, tu seras en mode, ça va un peu loin là quand même. Ce qu'on peut mettre par contre, c'est qu'au troisième point, ils vont à la caserne, en sachant qu'avant le troisième point, les joueurs sont libres d'aller où ils veulent. À partir du moment où ils vont à la caserne, alors va se déclencher cet événement parce que ils vont trouver Gustave Miffer dans les geôles. Gustave Michel. C'est Gustave Michel. Non, c'est Miffer. Oh, c'est Michel. Non, c'est Miffer. Bon, ok. C'est Michel. Non plus, c'est juste Miffer. Oh, c'est compliqué, vous, hein. Et donc, Gustave Miffer. Miffer. Il m'a volé un katana décoratif. Et nous sommes disputés. Moi, je ne l'ai pas poussé. Hein. J'ai reçu le chameau. Il m'a dit t'avoir aperçu Dimitri Vazer avec un katana.
C'est pour ça, moi j'y suis allé, je lui ai disputé, je lui ai dit attention mon katana c'est mis. Mais il a dit moi j'en ai pas. Attention hein. Ah c'est que méchant hein. Et donc, avant que tout, on va dire toute la scène finale ne se déclenche, c'est-à-dire la libération du golem, le hameau qui se fait attaquer par le golem, on apprend comment le détruire, faut l'amener, faut le jeter dans un puits, etc., etc. Il faudrait qu'on apprenne avant tout cela l'autre information, comme quoi, en plus, ça tombe bien, les joueurs seraient dans la caserne, ils interrogeraient Gustave Miffer, on peut imaginer qu'il y ait un soldat à proximité pour renseigner les joueurs du fait que... Merde, c'est pas ça. Que, plot twist, il n'y a jamais de soldats à l'entrée nord du hameau. CTRL-C. Voilà. On peut amener ça. Alors là, je vois déjà comment est-ce qu'on peut l'amener. C'est où? Merde, je l'ai perdu. Ah, c'est là. C'est parce que c'est entre deux pages. C'est pour ça que je sais pas, que l'affichage était un petit peu étrange. Voilà, donc là, on le met en rouge. Très bien. Donc voilà. Donc en fait, ils sont en train d'interroger Gustave Miffer. Il va leur dire il m'a volé mon katana décoratif et nous nous sommes disputés, mais je ne l'ai pas poussé. Gérustine Chameau m'a dit avoir aperçu Dimitri Vazer avec mon katana. C'est pour ça que je l'ai poursuivi, c'est pour ça qu'on s'est disputé, mais jamais je ne l'ai poussé. Et donc là, on peut très bien imaginer, par exemple, il y a un soldat, il est en mode... Ah ouais, comment amener l'info? Ah ouais, non, le soldat, il pourrait même juste poser la question en mode... vous êtes rentré par où, vous, dans le hameau? Je vous ai pas vu rentrer. Donc là, les joueurs, ils vont dire, par l'entrée nord, quoi. Ah non, même le soldat, il peut être cash, il peut être en mode... vous êtes arrivé par le nord, vous? Imagine, vous êtes arrivé par le nord, parce que y a aucun de nos gars qui s'y trouve. Hop, voilà. Donc, info subtile. Ça peut tilt les joueurs, ou ça peut complètement leur passer au-dessus. Voilà. Il n'y a jamais de soldat à l'entrée nord du hameau. Et pourtant, il y avait un soldat, et en plus, il portait une moustache. Comme Dimitri Vazer. Oh mon Dieu. Donc, techniquement, tu peux faire des déductions, mais il faut être chaud. En vrai, il faut être chaud patate. Mais c'est le but. C'est d'avoir des trucs subtils. Tu peux tomber dessus si t'es quelqu'un de vraiment très très chaud. Tu peux ne rien capter si t'es normal. Et puis voilà. Et derrière... Donc on a les trois. Voilà, il y en a deux qui s'enchaînent assez rapidement. C'est peut-être un peu dommage, mais c'est quand même un moment assez libre. C'est un moment où les joueurs vont décider de où est-ce qu'ils vont se rendre. C'est un moment où on peut lâcher aux joueurs des aventures. C'est un moment où les joueurs peuvent visiter les sous-lieux. Ils peuvent aller questionner les PNJ. Donc c'est un moment où ils sont quand même un peu libres. Donc c'est pas plus mal d'avoir ce moment-là où on va pouvoir leur donner ces informations au compte-gouttes. Un petit peu comme on le désire. Et c'est pas mal. En sachant que s'ils vont... Parce qu'on a ce point-là. On est à la fin de ce point-là. Si les joueurs décident de se rendre directement à la caserne, auquel cas, on va délivrer aux joueurs ces informations-là. Donc mener l'enquête sur le chute mortelle, donc c'est ce qu'ils font. Dimitri Vazer portait toujours la moustache. On va tout de suite leur donner l'information. C'est-à-dire, ils sont avec Gertrude. À ce moment-là, Gertrude, il peut lâcher une réplique là-dessus. Gérustine Chameau est témoin de la mort de Dimitri Vazer. Elle l'a vu de ses propres yeux, pareil. On peut leur lâcher l'information très facilement. Et Gérustine Chameau est introuvable. Pareil, on peut lâcher l'information très très rapidement. Donc en fait ça peut être lâché tout d'un coup ou de manière très sporadique si les joueurs veulent explorer différentes choses entre temps. Donc je pense que ça va, c'est utilisable assez facilement. Ok, donc après on peut passer à la caserne, et là une fois qu'on passe à la caserne, c'est la suite qui va s'enclencher jusqu'à la conclusion, tout simplement. Et plot twist de fin, on va prendre plot twist, stink. Donc ici nous avons Gérustine Chameau. Ce n'était pas un trésor mais un fichu golem. Alors j'ai fait tomber Dimitri Vazer de la falaise involontairement, mais c'est lui qui s'est jeté sur moi pour récupérer ce foutu katana.
Elle va conclure par écraser et dévorer. Écraser et dévorer. Il n'a pas eu de chance. Et écraser, non. Écraser et dévorer, il n'a pas eu de chance. Et là, plot twist, Dimitri Vazeur est en vie. Vous pensiez que j'étais mort, mais en fait c'est vous. Quoi? Mais je suis pas morte. Oh, mais vous ne le savez pas encore. Merde, on s'est trompé de licence. Un PJ chaud patate pour réfléchir, ça existe? Ça dépend. Non mais en vrai si, des fois t'as des joueurs, franchement ils sont chauds. Hein. Même sans forcément être chaud, des fois même tu sais genre tes joueurs, t'es peut-être un peu à l'ouest, t'es bloqué sur une info, tu sais pas pourquoi, t'es en mode ah peut-être, en fait t'es méta, voilà. Je pense qu'en fait c'est pas tant un joueur chaud patate, c'est plutôt un joueur méta, il va être en mode ah d'accord, le maître du jeu il nous raconte ça. Ah cool, ça va être sympa comme histoire. Mais tiens, c'est bizarre qu'il nous lâche cette info là. Moi je pense que ça c'est pas anodin, je pense que c'est hyper important. Je pense que ça cache un truc. Et si le joueur il va être taquin, tu vois, il va gratter là. Et donc du coup il peut découvrir le plot twist très rapidement. Mais bon, comme ça. Mais je pense que ouais, c'est plutôt méta ouais, pour le coup. Mais voilà, donc voilà, plot twist de fin, Dimitri Vazeur est en vie. Il va dévorer vos enfants. Quoi? Je me suis trompé encore de truc. Il va pas faire ça, Dimitri Vazeur il est gentil. Peut-être pas, peut-être c'est un gros bâtard. Hein. Bref, et donc on a la fin après. Ouh, j'ai pas déplacé les trucs. La falaise s'effondre et prend la forme d'une pente douce. Le hameau n'est plus protégé par la falaise et subit plus d'attaques de créatures. Incroyable. Et donc voilà, on a nos sous-lieux, les sous-lieux sont terminés. On a nos aventures sont terminées. On a notre plot twist. Un twist? Il faut pas regarder. Un plot twist. Vazer a toujours porté les moustaches, ouais, super. Bon, bah je pense que c'est pas mal. Cette fois-ci on est pas mal. Il manque plus que les personnages. Et ça fait déjà 3 heures, mais quel enfer. C'est pas possible ça. C'est pas possible. En sachant que les personnages, on sait déjà. On connaît déjà leur nom, leur prénom. On connaît leur rôle. Donc ça va principalement être des fermiers, des jeunes forgerons. Donc ça serait plutôt jeunes forgerons, ce serait jeunes artisans pour le coup. Comme classe de jeu. Les fermiers, ils auraient pas vraiment de classe. Ils ont aucun flow. Non, mais plus des classes, tu vois, genre pour des mécaniques de jeu et tout. Ne cherche pas, ils n'ont aucun flow. Ah non, après, tu peux être fermé, genre un flow de ouf, avec une salopette. Oh bah, ils n'ont aucun flow. Oh d'accord. Mais par contre, ils peuvent avoir une classe quand même. Et j'ai aussi une chameau, la soldate. On a les chevins, donc ça c'est une combattante. Dirigeante, pour le coup. Mais bon. Alors là, je suis embêté. Je pense pas. Non, définitivement. Je vais pas faire les personnages cette fois-ci. Demain, c'est quel jour? Demain, c'est vendredi. Je pourrais pas... Si, je vais streamer demain. Pareil, à partir de 13h à peu près. Pour faire les personnages. On fera les personnages. On fera les personnages. On créera ces personnages-là. On fera leur fiche personnage avec des traits de personnalité, des caractéristiques à la D&D. On mettra un visuel avec Aeroforge. On créera... Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un alignement aussi. Enfin, on créera voilà, une petite description, tout ça. Et on en fera 5. On va faire 5 persos d'un coup. Ils n'auront pas de scénario personnel parce qu'ils sont liés à ce scénario-là précis. À ce scénario-là. D'ailleurs, limite... Je sais pas quel format donner. Est-ce que les personnages, on les assignerait pas à ça? Non, je pense qu'on les mettra dans le fichier personnage classique.
Donc typiquement le dernier personnage qu'on a créé, genre Gaspard Doudoulet. Goudoulet, le Goudoulet. Et Goudoulet, au lieu d'avoir son scénario personnel ici, on mettra juste le nom de la quête. On écrira quête, le hameau sur la falaise. Et donc voilà, on saura que ce personnage-là, il est lié à cette quête-là. Et on aura tout le reste, trait de personnalité, type de langage, objet, description, caractéristiques, stuff, compétences, et on lui fera un petit visuel. Je pense qu'on fera ça. On va faire ça. Donc les persos, on les fera demain. Ça fera quand même 3 sessions pour faire la quête en entier. Donc on va refaire le tour, je pense, de ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors on a complété un petit peu tout le fil, on va dire, de la quête. On l'a complété. Ok. Mais on va pas y revenir dessus. On va venir sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a clarifié les sous-lieux. Il y a 4 sous-lieux, donc 4 lieux importants dans notre lieu principal. Nous avons la maison de l'échevin. Donc visuellement, on peut décrire en mode, il y a une lourde porte grinçante. Ah, attendez. Voilà, pluriel. Des lourdes portes grinçantes. Une grande salle de doléances. Un trône rustique en bois sculpté. Voilà, donc 3 éléments que l'on peut apporter dans une description qu'on improvisera. Il y a un événement, c'est-à-dire qu'il y a une jeune personne qui nettoie et fait tomber le seau d'eau croupi sur les pieds du PJ, d'un PJ. Donc il y a un joueur qui va se prendre de l'eau croupie sur les pieds. C'est une scène banale, mais ça apporte un petit quelque chose. Deuxième sous-lieu, la caserne. Là en description on a bâtiment carré, geôles étriquées abîmées, terrain d'entraînement poussiéreux. Voilà. Ensuite il se passe un truc dans la caserne. Il y a un prisonnier qui s'évade, récupère ses armes et se jette sur les PJ pour qu'ils ne puissent l'arrêter. Voilà. Donc voilà, donc un événement qui se passe, une action. Troisième sous-lieu, les puits. Ils sont faits de pierres rustiques. Ils parsèment les champs. Ils ont une grande profondeur. Et il y en a un qui est plus grand que les autres. Il se passe quelque chose avec les puits, c'est qu'au fond du puits, une rose aquatique unique de l'élément brillant de rang 8 s'y trouve. Dernier sous-lieu, la falaise. Longue frontière, bords effrités, ouverture sur les parois en contrebas qui dissimule une porte à la serrure étrange impossible à ouvrir. Entre crochets, katana décoratif et la clé pour qu'on, en tant que meneur de jeu, on n'oublie pas. Il se passe un truc, c'est-à-dire que si on va, pour X raison, si à un moment donné les joueurs arrivent à accéder à l'intérieur se trouve une corde adhésive. Moi, je sais pas, la corde adhésive, moi, ça me perturbe. Le concept même, j'apprécie. Ensuite, on a les aventures. On a 4 aventures pour moduler la durée de la partie. Donc, on a d'abord le boulanger. Le boulanger qui peut apporter cette aventure, qui est liée à Gertrude Napopierre et qui rapportera 15 tacs. Donc, l'objectif, c'est livrer les petits biscuits de la boulangerie jusqu'au sommet de la falaise auprès du garde en patrouille. C'est le frère de Gertrude Napopierre et son anniversaire. En récompense, 15 tacs. Sur place, le sol s'effrite, le garde chute, les PJ peuvent le rattraper. Voilà. Deuxième aventure. Tac, tac, tac. Un enfant fermier. Il va demander aux joueurs s'ils veulent mener cette aventure. C'est lié à Dimitri Vazeur. Donc, le procédé, escorter l'enfant qui travaillait pour Dimitri Vazeur jusqu'au grand puits pour qu'il y puise de l'eau. Il a peur de s'y rendre, seul, car est persuadé d'y avoir aperçu des lumières étranges. Il est assigné à ce puits précis. Quelque chose brille au fond du puits. Voilà. Troisième quête. Pardon, je me trouve toujours de termes. Troisième aventure possible. C'est un soldat qui va donner cette aventure. C'est lié à Gustave Miffer et ça rapportera 15 stacks. Le procédé. Éliminer un groupe de bandits qui s'apprêtent à mener un raid sur le hameau. Gustave Miffer dans les geôles
à soutirer l'emplacement de leur camp en se faisant passer pour une recrue potentielle. Un bandit rate la préparation d'un ingrédient, ce qui crée un patatin, une pomme de terre humanoïde ultra violente. Donc voilà. C'est pas ultra précis sur le fait qu'il y a un bandit qui rate la préparation d'un ingrédient. On va mettre au camp. Au camp. Voilà, on va mettre ça comme ça serait un peu plus clair. Quoi au camp? Ah, il n'y a pas d'S du coup. Au camp, un bandit rate la préparation d'un ingrédient, ce qui crée un patatin, tatatin, tatatin. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas. Bref. Quatrième aventure. Hop. Conseiller de l'échevin. C'est le conseiller de l'échevin qui va donner cette aventure, et elle est liée à Annick Plouf, et la récompense est de 15 stacks. Le procédé. Les soldats ne s'entraînent plus sur le terrain. Pas plus, hein, plus. Les soldats ne s'entraînent plus sur le terrain d'entraînement de la caserne, car ils menacent de s'écrouler de par la présence d'une zone creuse. Il faut donc détruire le sol pour qu'il n'ait plus d'excuses. Sous le terrain d'entraînement se trouve une taupoussière, créature aveugle, contrôle la terre et bloque les pieds. Voilà. Ok. Ensuite, on a terminé sur le plot twist, qui est en 4 étapes. Donc première étape, Dimitri Vazeur a toujours porté la moustache, on apprend ça. Deuxième information, Gérustine Chameau est témoin de la mort de Dimitri Vazeur, elle l'a vu de ses propres yeux. Troisième information, il n'y a jamais de soldats à l'entrée nord du hameau. Alors cette info elle est en rapport avec le tout début de la quête, hein, c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils croisent à l'entrée nord un soldat moustachu, qui plus est, parce que c'est justement Dimitri Vazeur qui est déguisé, mais peu importe. Et plot twist de fin, justement, c'est Dimitri Vazeur qui est en vie. Tout simplement. Voilà. Un peu classique, mais appétissant. Je pense que c'est plutôt fonctionnel. Après, à partir de là, on peut se dire ce qui est problématique, typiquement, s'ils vont dans la caserne, ils combattent une taupoussière. S'ils font l'aventure avec le groupe de bandits, ils vont combattre des bandits. Et un patatin. Mais du coup, on va se dire, ouais, mais du coup, on n'a pas de fiche personnage pour ces créatures-là. Est-ce qu'on en crée? Est-ce que vraiment il est nécessaire de créer des fiches pour ces créatures, pour ces adversaires? Je sais pas. Au moins qu'ils aient peut-être les... ouais, des caractéristiques, ce genre de choses. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais vraiment pas trop quoi en penser. Allez hop, j'ai encore plus d'eau. Je me dis que... je devrais, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. À mon avis, c'est nécessaire. En sachant que c'est que dans les aventures qu'on va croiser ces choses. Il y a 2 créatures, du coup. Après, il y a le golem aussi. Hein. Et ça, le golem, c'est dans la trame principale. Alors, en réalité, je vous le dis, on va peut-être mettre... Voilà, les créatures. On va peut-être faire une dernière catégorie de créatures. Donc, on va mettre... golem de sève. Je l'avais appelé comment? Je crois que je l'avais appelé sanglante. Golem de sève sanglante. On avait... le patatin. Et nous avions... la taupoussière. Voilà, la taupoussière. Voilà. Donc on a ces 3 créatures. Il est vrai qu'on devrait peut-être leur donner des caractéristiques, points de vie. Ah ouais. Ah, je me questionne. Il nous faudrait... Bref. Des caractéristiques... qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre? Est-ce qu'on leur met un loot?
On peut mettre une particularité aussi. Une particularité. Les particularités peut-être au pluriel, ouais, pour le coup. Caractéristique. Caractéristique. Caractéristiques. Les particularités. Ok, genre lui il a enfin pas il est immortel quoi. Le patatin il contrôle la terre. La taupoussière elle est aveugle. Ah non c'est la taupoussière qui contrôle la terre. Le patatin il fait quoi? Bah justement on peut trouver des particularités au patatin. Le patatin, patatin. Tatatin, tatatin. Tatatin, tatatin. Tatatin, tatatin. Voilà. Donc les créatures, faut leur carac. Ouais mais on va pas taper du charisme, on va pas taper de l'intelligence et compagnie. Je pense qu'il faut les PV. Point d'esprit on s'en fout. Il faudrait les charges de chloroplaste. Peut-être ils peuvent t'en utiliser pour attaquer 2 fois, diminuer ta classe d'armure, etc. Ah la classe d'armure tout à fait. Les points de vie, les dégâts. Les dégâts aussi. Dégâts, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Pas techniquement, on devrait avoir la force et tout pour savoir s'ils résistent ou s'ils esquivent avec la dextérité. Ouais, mais du coup, il faudrait qu'ils aient une fiche complète. Faudrait qu'ils aient une fiche complète. Quitte à devoir leur mettre la force, la dextérité, potentiellement la constitution pour résister à un truc. Autant qu'ils aient une fiche complète. Autant qu'ils aient une fiche complète. Je pense qu'il faut l'avouer. Parce que si on commence à ajouter la force, la dex, la constitution... Ok, le reste, on peut peut-être éventuellement s'en passer, on se contentera des charges de chloroplaste. Faut peut-être l'initiative. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre aussi, je sais pas moi. Franchement, ça fait déjà un sacré paquet quoi. Autant faire une fiche complète. Autant faire une fiche complète. Caractéristico. Ouais. Ok, je pense que ouais. Je pense qu'en gros, on va faire demain. Vers 13h, je pense qu'on fera la suite. On écrira peut-être les créatures. En sachant qu'on peut déjà mettre quelques particularités qu'on a déjà créées en mode créature aveugle, contrôle la terre et bloque les pieds. Donc ça c'est la tout poussière, donc ça ce sont ses particularités. Créature aveugle, contrôle la terre et bloque les pieds. Et nous avions pour le golem de sève sanglante qui apparaît où? Qui apparaît par là. De détruire le hameau, super, le golem est indestructible, voilà. J'aurais mettre immortel plutôt, mais enfin bref, il se reconstitue une fois mort, voilà, bon, globalement c'est l'idée. Hop, donc ça c'est dans ses particularités, voilà. Le golem est indestructible, se reconstitue une fois mort, se dissout dans l'eau du grand puits, voilà. Se dissout dans l'eau du grand puits. On a les particularités du golem de sève sanglante, on a les particularités de la taupe poussière, mais on n'a pas leurs caractéristiques, et on n'a pas les particularités du patatin. Par contre, le patatin, est-ce qu'on pourrait pas... Peut-être le patatin, c'est une pomme de... à base d'une pomme de terre. La pomme de terre, ça a tendance à... genre à germer. Est-ce que... Particularité, fait germer... fait germer... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les pédoncules, je sais pas. Pomme de terre. Germe. Pomme de terre germée dont on a enlevé le germe à sa base. Aucun danger pour le consommateur. Il va être super, mais... Ouais. Ouais, ce sont juste des germes en fait. Ouais, ce sont juste des germes en fait. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en fait, le patatin,
Il peut faire germer des trucs sur lui pour gagner en puissance. Ou alors... hmm, attendez, peut-être... genre en fait le patatin ça se one shot. En fait on pourrait le one shot, mais par contre il aurait des... Il ferait pousser des germes pour le protéger. Fait pousser des germes. Mince. Fait pousser des germes sur son corps pour se protéger. Ok. Ok. Donc ça c'est sa particularité. Fait pousser des germes sur son corps pour se protéger. On peut mettre meurt en un coup. Meurt en un coup. Voilà. Meurt en un coup. Meurt en un coup si patate est un rhizome. Quoi? La patate est un rhizome? Je sais même pas ce que c'est qu'un rhizome, mec. C'est quoi un rhizome là? Attends, un rhizome. Tiens, un rhizome. Je sais pas ce que c'est un rhizome. Ouais, un rhizome. Regarde, un rhizome. Un rhizome et la tige souterraine, parfois, subaquatique. Je t'en foutrais, moi, du subaquatique, moi. En plus de réserve alimentaire, certaines plantes vivent à ça. D'accord. Ok, bah pourquoi pas. Moi, je pas... Mais en particularité, comment le formuler pour pas que je me plante? Fait pousser des germes sur son corps pour se protéger. Ok. Et encaisser. Et encaisser... Oh là là. Et encaisser les attaques. Voilà. Meurt en un coup si directement atteinte. Voilà. Meurt en un tout. Voilà. Patatin. Les caractéristiques, on verra demain. Fait pousser des germes sur son corps pour se protéger et encaisser les attaques. Meurt en un coup si directement atteinte. Pourquoi pas? Sinon il est one shot mon gars. Donc tant qu'il est sur un sol meuble, il peut se répliquer. Ah mec c'est chaud. C'est super intéressant. Genre vraiment. Mais là on est sur une aventure secondaire. S'il tombe sur un patatin qui se réplique de ouf. Et il meurt en pommes frites. Tu sais t'arrives, tu lui mets un coup comme ça sur la tête. Ch'tonk. Et là il tombe en plein de frites, tu vois. Il s'écarte, ça fait un cône de frites, tu vois. Attaque, cône de frites. Ch'tong. Oh merde. J'ai l'image du coup. La patate qui s'ouvre en frites comme ça. Avec de la vapeur, tu vois, c'est des frites un peu chaudes, tu vois. Et là, il y a quelqu'un qui arrive à une grosse meule de cheddar, tu vois, il jette ça comme ça et hop, ça fond. Ouais, c'est parti trop loin d'un coup là. C'est parti beaucoup trop loin. Mais ouais, non, par contre, j'aime beaucoup ton idée d'avoir le côté. Tant qu'il est sur un sol meuble, il peut se répliquer. C'est super intéressant. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Et pour autant, vu que c'est une petite aventure secondaire, on va peut-être pas mettre un ennemi aussi compliqué, aussi coriace. Peut-être juste le côté, il fait popper des germes qui encaissent des attaques. Donc c'est son tour, il fait popper des germes. Et si au cours du tour des adversaires, il tape suffisamment de fois pour détruire toutes les germes, ils peuvent juste le one-shot en fait, en l'atteignant directement. Ou peut-être faire une attaque difficile, mais si elle touche, bah elle touche directement le patatin, et là bah il est one-shot quoi. Bon après je pense que l'autre aussi ça se fait hein. Ouais, on va rester là-dessus. On va rester... Pourquoi il me dit c'est faux? Mais il veut mettre contrôler, mais m'embête. Mais c'est une taupe poussière. Il comprend pas. Créature aveugle, contrôle la terre et bloque les pieds. Ok. Donc du coup, demain on a dit les caractéristiques et les PNJ, leurs fiches, leurs caractéristiques
leur visuel sur HeroForge. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, ça fait 5 PNJ. 5 PNJ. En même temps, c'était la deuxième session. On va faire une troisième session. Oh, on aura fait 5 PNJ pour 3 sessions. Hein. Ça fait beaucoup. Ça fait pas mal. Bah bon, en même temps, je dis pas que pour les prochaines sessions, ça sera cette durée-là. Hein. Peut-être ça prendra plus de temps. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ok. Ok. Alors là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je coupe là? Ou est-ce que je passe sur un instant Sleeping Dogs? Parce que je sais que demain, je devrais couper assez tôt. Ah merde, mais est-ce que j'aurai le temps de faire tous les persos du coup demain? Ah. Ah zut. Ah zut, zut, zut. Et en plus, il faut faire les caractéristiques des créatures. Mince. Mince, mince. Est-ce que je prendrai pas les caractéristiques ici? Comme pour un personnage. Pour faire au moins les créatures. Copier. On va peut-être faire ça. Ouais, attends, par contre, on va juste prendre des caracs un peu... Voilà, niveau 1, là. Niveau 1, niveau 1. Ah merde, mais il faut ses dégâts aussi. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Si je prends ça, copier. Copier. Qu'on amène ici. Par là-dessus. On a quel Time New Romant? Police d'écriture, Time New Romant. Voilà. Ok. Ah ouais, mais là le problème c'est qu'en fait ça met... Je te laisse bon après-midi. Bah, bon après-midi à toi Gaël. À la prochaine. Et puis que ton après-midi se passe fort bien. Bonne journée. Bisous, tout ça. Le problème là c'est qu'il faut faire de l'équilibrage. On est sur un adversaire, on n'a pas besoin de faire un adversaire très fort. Hein. On n'a vraiment pas besoin de faire un adversaire très fort. Ce qui serait bien, c'est quoi? C'est que le scénario il soit jouable, je dirais pas clé en main, mais pratiquement quoi. Pratiquement. Donc donner des exemples. Des exemples. Le patatin, je pense que... Bon, attends, l'outil par contre on n'en a pas besoin, on va dégager. L'arme, il faut un élément, mais l'élément ça sera son élément à lui. Le fardeau, tout ça. L'armure, on va virer ça, on va juste garder la classe d'armure. On aura juste besoin de sa classe d'armure, parce que c'est une créature. Son niveau, ses points de vie, ses points d'esprit, ses charges de chloroplast, son initiative, son niveau de maîtrise, ses caractéristiques, son arme. On n'a pas tant besoin de son arme. On a besoin de son élément, effectivement, de son fardeau magique. Ouf. Tant qu'on connaît ses dégâts, c'est tout ce dont on a besoin. Mais c'est vrai que ces dégâts, on peut les calculer hein, selon son fardeau, son type et compagnie. Quoique non, on va juste regarder par rapport à son niveau. Donc ça, on va dégager. Voilà, il aura juste un élément, des dégâts et de la classe d'armure. Ok. Donc déjà, c'est un peu plus clair. On a 3 créatures à faire. Donc caractéristique, on peut le virer de là. On peut faire ça comme ça. Ici, hop. C'est-à-dire que ça, CTRL C. On ferait ça là. Hop. Ah, un peu compliqué. Hein. Un peu compliqué. Ça voudrait dire que ça prendrait cette forme-là. Caractéristique, ça dégage. Caractéristique, ça dégage. Voilà. Pour les créatures, on partirait là-dessus, quoi. Golem de sève sanglante. Le golem est indestructible, se reconstitue une fois mort, se dissout dans l'eau du grand puits. Ok.
Il lui faudrait un niveau. En sachant qu'il est indestructible, il n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de points de vie, beaucoup de dégâts et tout. Mais je pense que ça serait intéressant qu'il soit tout de même assez fort. Les chevins est niveau 3. Hein. Les chevins niveau 3, donc à l'époque, ils n'ont pas réussi à le vaincre, ils ont dû l'enfermer. Donc on peut imaginer qu'ils étaient pareil niveau 3 et ils faisaient pas le poids. Donc on peut peut-être le mettre niveau 5, un truc comme ça. Ça veut dire que le patatin... On va pas mettre un truc très fort pour le patatin, je pense. C'est un groupe de bandits, mais les bandits seraient niveau 1. Tu vois, ce serait un groupe de bandits niveau 1. Les soldats, ils seraient niveau 1 aussi. Donc on pourrait mettre, voilà, on pourrait mettre des patatins, genre niveau 2. Niveau 2 ou 3. Niveau 3 déjà c'est quand même pas mal. Hein. Je pense qu'on peut le mettre niveau 3. Après c'est des créatures, attention. Les créatures ça va pas être les mêmes fiches de perso que des personnages. Donc on va voir ce qu'on va faire. En sachant que le charisme on s'en fout. La sagesse aussi. Peut-être l'intelligence à la rigueur. Pour qu'il... oh, je sais pas. Je sais vraiment pas. Parce que la force pour taper, la dextérité pour esquiver, la constitution pour résister à quelque chose, à une attaque. Le reste, en vérité, on pourrait l'enlever. On pourrait alléger la fiche. Des créatures. Parce qu'imaginez, là, vous êtes en train de jouer. Est-ce que véritablement vous allez utiliser l'intelligence, la sagesse et le charisme des créatures? Je pense qu'on s'en fout. Si les joueurs veulent faire quelque chose, une action qui implique l'intelligence, la sagesse ou le charisme, on utilisera les caractéristiques des joueurs, pas de la créature. On va le virer. J'ai fait mon choix. On va virer ça. Ça nous simplifiera la vie, tout simplement. On va virer ça, voilà. On n'a pas besoin de plus. À partir de là, ce qu'on peut imaginer, le patatin, ce qui est compliqué avec lui, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il a beaucoup de charges de chloroplaste. Peut-être même il en a 10. Peut-être même qu'il a 10 charges de chloroplaste. Donc c'est très très compliqué à gérer parce que à chaque tour, il peut attaquer, il peut faire 2 actions. Parce que au cours de son tour, on peut faire une action. Enfin, une attaque. Je compte pas les déplacements. J'utilise pas ce système de jeu. Ça me saoule. Les déplacements, c'est juste chiant. On fait ça en mode RP, quoi. Si on considère que le machin est super loin, et bon, bah voilà, tant pis. Il passera son tour à se déplacer. S'il veut aller au corps à corps. Et si on se dit que il est pas trop loin, bah c'est bon. Il a le temps de se déplacer, d'attaquer, point barre. On va pas sortir une règle à dire, bah non, elle était pas exactement la bonne. On s'en fout. On s'en fout des distances. On s'en fout de la vitesse de déplacement. On s'en fiche. C'est pas intéressant. Alors, ça peut être intéressant selon si vous faites un jeu full ludique. Moi, ça m'intéresse pas. Et donc, qu'est-ce que je racontais par rapport au déplacement, par rapport à la vitesse, par rapport aux actions, voilà. Il y aura des charges de chloroplaste 10. Charge de chloroplaste, on peut l'utiliser dans un tour pour attaquer une seconde fois. On est limité à 2 attaques. Donc ça veut dire que lui, à chaque tour, il peut attaquer 2 fois. En sachant que ça peut être utilisé pour booster ton initiative au début du combat. Donc il pourrait aussi l'utiliser pour ça. En sachant que on peut l'utiliser pour diminuer la classe d'armure de son adversaire, de sa cible. Donc il pourrait l'utiliser aussi pour ça. Donc il serait vraiment très dangereux à cause de ses charges de chloroplaste. Il serait très dangereux. Donc ça serait intéressant. Ça serait intéressant. On a dit que lui, l'élément, c'était la terre. Voilà, l'élément, c'est la terre. La taux-poussière, son élément, c'était la poussière. Voilà, la poussière. Ah non, c'est la taux-poussière qui maîtrise la terre pour enterrer les mecs. Par contre, le patatin, qu'est-ce qu'il utilise? Il fait germer des trucs sur lui. Qu'est-ce qu'il... Ça serait pas un élément, les germes? Ça serait bizarre, quand même. Ouais, l'élément est un peu bizarre, là, pour le coup. La terre, c'est pas ouf. Sachant qu'il fait pousser des germes sur son corps pour se protéger et encaisser les attaques.
Non, on va pas mettre germe, ça serait pas son élément, ça. Peut-être que son élément serait... qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Un patatin, ça serait issu d'une pomme de terre. Pomme de terre, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? En vrai, j'ai envie de rigoler. Je pense qu'il aura l'élément de l'explosion. On peut peut-être imaginer qu'il peut faire germer des trucs ailleurs que sur lui et les faire exploser. Et ça serait un peu drôle quand même. On peut partir là-dessus. Le golem de sève sanglante. Son élément. Bon, la sève, hein. Ouais, franchement, la sève, hein. On va pas chercher midi 14h. Hein. Vas-y, la sève. Hein. Ou le sang. Peut-être le sang aussi, ça peut matcher. Ou les deux, vas-y. Sang et sève. Voilà, sève et sang, comme ça il a les deux. Ça c'est pas mal. Ok, on a leurs éléments. On a son niveau à lui, on a son niveau à lui. La taupe poussière. La taupe poussière, on va le mettre niveau 3 aussi quand même. Il sera aussi puissant que les chevins techniquement. Ça peut être intéressant. Ok. Niveau de maîtrise, ça reste à plus 2. Ah non, lui il est à plus 3 du coup. Lui il est à plus 3, voilà. D'accord. Les caractéristiques, je sais pas trop quoi en faire. On pourrait imaginer peut-être... En fait, je pense déjà que le golem, il n'a pas besoin d'être très puissant parce que de toute façon, tu peux pas le buter. Ce qui est intéressant contre lui, c'est le fait que, bah, justement, tu peux pas le buter, quoi. Donc peut-être apporter... Oh, c'est de la sève. J'imagine, genre, il est pas dex, il peut pas esquiver. Hein. Quand tu l'attaques, généralement, ça touche. Donc il est un peu à chier en termes de dex. On va le laisser à 8. Voilà, il a moins 1 s'il veut faire une esquive ou quoi. Même si, à mon avis, il va pas forcément tenter de l'esquive. Par contre, en constitution, c'est quand même de la sève. C'est pas solide, mais quand même. En vrai, quand même. Donc le truc, c'est qu'il pourrait peut-être avoir quand même un bon 15. J'ai dit 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est un plus 2. Il aura un plus 2. Un modificateur de plus 2. Déjà, c'est pas mal. Hein. Et je pense que sa force... Il pourrait avoir quand même... Attends. 12, 13, 14, 15... C'est à partir de 16, c'est un plus 3. On peut peut-être lui mettre 16. Il aurait un plus 3 en force. Donc il taperait fort. Il aurait pas mal de vie. Enfin, pas énormissime non plus, mais il a de la vie quand même. Par contre, il est nul en dex. Pourquoi pas. Et en classe d'armure et en dégâts, on va voir après. On pourrait imaginer ça. Ah, mais du coup, en initiative, il est à chier. Il a moins 1. Ça peut être drôle. Et charge de chloroplaste. Est-ce qu'il pourrait attaquer 2 fois, réduire la classe d'armure adverse, booster son initiative? Est-ce qu'il aurait ça? Je pense qu'on peut lui en mettre. Ça peut être aussi utile pour les arts de la chlorophylle. On peut imaginer, voilà, c'est une créature, donc on se fiche de savoir si elle en a ou si elle en a pas. On peut imaginer par exemple, dans les arts de la chlorophylle, il y a des arts puissants, donc ça fait comme une attaque classique, mais c'est x2 les dégâts, ou une attaque étendue, un art étendu. Donc des dégâts moindres, mais non, ouais, des dégâts normaux, mais sur plusieurs cibles. Donc on peut imaginer qu'il aurait des charges de chloroplaste pour attaquer plusieurs cibles, parce que c'est un golem de sève, donc on peut imaginer qu'il s'étend pour attaquer plusieurs personnes. Mais bref, il pourrait l'utiliser pour ce qu'il veut, donc on peut lui mettre 3 charges tout de même. Les points d'esprit, ça servira à rien. Ça servira à rien pour les créatures. On peut imaginer, ouais, mais si on veut faire une créature que l'on va peut-être contrôler mentalement, pour le moment il n'y a pas de truc comme ça. Il y a des créatures qui peuvent faire ça, mais c'est tout. Je pense pas que pour les créatures, ça serait intéressant d'avoir les points d'esprit. On va le virer. Hein. On va virer ça. Allez hop, ça dégage. Ça simplifie encore un peu plus les fiches des monstres là. On est sur un truc assez classique.
Voilà. Donc ses points de vie. Est-ce qu'on fait un truc classique? Parce que moi les joueurs ils ont une valeur de 4 fixe plus la modification de constitution. Donc lui ça ferait 6 par niveau. Donc là si c'était un joueur il aurait 30 PV. 30 PV c'est déjà pas mal. Hein. S'ils veulent déjà le buter une première fois en sachant qu'il va se reconstituer à chaque fois. Tomber 30 PV faut y aller. 30 PV c'est déjà pas mal. Hein. On va le laisser à 30 PV. Ok. Alors par contre les dégâts. 5. Techniquement il devrait faire 4. Techniquement il devrait faire 4 de dégâts. Parce qu'en fait on va se fixer. On va se fixer sur les trucs des armes. Il est niveau 5. Donc on va dire qu'il aura fardeau magique équivalent à 1 plus 2. Et le type infusé équivalent donc plus 2. Donc plus 2, bah 4. Ah 2 plus 2, 4 ça va. C'était un calcul qui était pas trop compliqué. Donc on va dire qu'il a 4 de dégâts. Par contre en classe d'armure, est-ce qu'on lui met... Je crois pas qu'il serait considéré comme une classe d'armure lourde. Je crois qu'il serait plus léger. Et niveau 5 c'est équivalent infusé. Donc il aurait 11 plus modificateur dex, mais dextérité il est à chier. Ah, ça c'est la question. Il a combien en force? Il a 16 en force. On va lui mettre équivalent armure lourde. Hein. Ouais, carrément. Donc 16. Ah ouais, mais il va être trop difficile en fait à tomber. Ah oui, donc finalement ça devient un adversaire quoi. Ça devient compliqué. Ouais, il restait une goutte d'eau, je suis heureux. Ok, donc il restait... C'est finalement un adversaire quand même pas trop dégueu. Hein. Au niveau 5, le machin a 30 points de vie. Il a 16 de classe d'armure. Il va te taper avec de la force. Il aura un modificateur de plus 3 là. Dégâts 4 là. Je vais peut-être ajouter fort comme ça. Ça on sait que ces dégâts c'est 4. Mais des dégâts de force. Donc 4 plus 3 plus 3. Ah oui, il tape fort quoi. Je vais peut-être pas noter force. Ouais, que si, c'est bien fort. Voilà. Il faudra pas que j'oublie la maîtrise aussi, quoi. Mais il tape à 10, quoi. Il te fait du 10 de dégâts, donc c'est assez insane, quoi. Ouais, donc ouais, il tape... il fait mal, quand même. Il fait mal, le machin. Donc, ouais. Donc, effectivement, il sera un véritable danger. Il sera un véritable danger. Enfin, à un niveau équivalent, quoi. Ok. En sachant que c'est juste pour nous donner peut-être un exemple, quoi. C'est pas pour autant qu'on prendra ces stats-là, ces monstres-là. On peut imaginer prendre toute autre chose. Alors eux, par contre, ils feront juste 2 de base de dégâts. Voilà, 2 de base. Le patatin, je pense qu'il serait... Est-ce qu'il serait pas plus dextérité? Parce que genre en mode classe d'armure... Ah, il y a l'esquive qui va avec. Il serait Dex. Vas-y, lui, il serait Dex, là. Vas-y, Dex. Lui, il est Dex. Lui, on va le mettre full Dex. Vas-y, on va lui mettre 16 Dex, là. Il aura un plus 3, là. Par contre, en force, il sera à 8. Donc, moins 1 et constitution, moins 1. Mais de toute façon, PV, on va pas chercher. Il a 1 PV. On a dit, il a 1 PV. S'il le touche, il est one shot. Donc ça ne change pas. Charge de chloroplaste, il en a 10. Donc ça, c'est particulier. L'initiative, donc de base, il en a 3. Donc voilà. Donc ça serait la problématique. Et pour le toucher, classe d'armure. Il est niveau 3. Et dextérité. Alors, je pense pas qu'on va se fier aux armures. Parce que niveau 3, c'est équivalent classique. Classique pour les armures. C'est équivalent une armure légère de 9 de classe d'armure plus modificateur dex. Donc il aurait 12. Et 12 c'est vraiment pas terrible. Et après pourquoi pas. Ou alors on le met en mode il est over dex. Il est over dex. Paf. Comme ça. Auquel cas. Auquel cas il passerait à 14 de classe d'armure. Et je me dis pourquoi pas. Il est très très fort en dex.
Mais par contre, tu le one-shot si tu arrives à passer à travers les germes qui protègent son corps. Pourquoi pas, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Donc je pense que le petit monstre est terminé. Et pour terminer, la taupoussière. Alors la taupoussière... Bon, la taupoussière, elle sera pas dex du tout. Hein. Elle est aveugle. Elle voit rien. On sera plus sur un truc force. Il te bloque. On peut peut-être imaginer un truc très très puissant. Et peut-être plutôt équilibré en constitution. Par contre, dextérité à chier. Donc initiative -1, quoi. Non, -1, j'ai dit. Voilà. Tac, tac, tac. Charge de chloroplaste. Ah. Pour attaquer plusieurs fois et tout. On va peut-être lui en mettre 2. Voilà, 2. Voilà, juste 2. C'est pas beaucoup. Mais ça lui permet de faire des trucs. Si elle a plus 1 de constitution et qu'elle est niveau 3, donc j'ai mis une valeur de fixe de 4, plus son modificateur de constitution, donc 5. Elle est niveau 3, donc ça monte à 15. Elle aurait 15 PV, ça va. C'est acceptable, je pense. Je m'en rends pas trop compte, hein. Faudrait faire des tests et tout pour voir ce que ça donne. On va mettre peut-être... dégâts mais des dégâts de force. Il taperait à 9 quand même. Il taperait à 9. Le golem il tape à 10. La taupe poussière elle tape à 9. Et le patatin il tape à combien? Il tape dex. Il tape à 9 aussi. Putain la vache, il tape fort les monstres là un peu. Eh ben. Et s'ils font une charge de chloroplaste pour taper une seconde fois, attention, ça peut tomber très très rapidement. Et pourquoi pas? Bon, bah je crois que là on voit le bout. Hein. On voit le bout. C'est-à-dire la taupe poussière. On est avec la taupe poussière. On a ses dégâts, on a son élément. On sait avec quoi elle tape. On n'a pas sa classe d'armure. Est-ce qu'on ferait pas une créature quand même qui résiste pas mal aux attaques? Peut-être même encore plus que le golem. Parce qu'elle est pas immortelle. Elle a pas beaucoup de points de vie. Peut-être plus de classe d'armure que le patatin. Mais ça serait pas par rapport à son esquive. Ouais non, peut-être équivalent au golem. Je pense déjà c'est pas mal. Je pense c'est pas mal. On se rappelle quand même sur les règles D&D. 5 c'est très facile, 10 c'est facile. 15 c'est normal. 20 c'est difficile. 25 c'est très difficile. Et 30 c'est quasi impossible. C'est faisable. Donc là à 16 c'est normal. En vrai 16, 14, 16 c'est normal. Ils ont une classe d'armure normale. Donc on pourrait peut-être limite imaginer qu'elle a une classe d'armure difficile. En vérité. Non mais je pense que 16 c'est déjà pas mal en vérité. Ne nous accablons pas plus. De toute façon il faudrait faire des tests. Vérifier ce que ça donne. Et voir un petit peu tout ça quoi. C'est juste pour avoir une proposition de créature. Et bien tout ça. Donc on a son niveau, ses points de vie, ses charges chloroplaste, son initiative, son niveau de maîtrise. 3 caractéristiques, parce que les créatures c'est juste pour le combat, donc on va pas en demander plus. Force, dextérité, constitution. Son élément de terre, ses dégâts de 2, qui sont des dégâts de force, donc on prendra le modificateur de force et le niveau de maîtrise en plus. Classe d'armure de 16. Voilà. On a tout réglé aussi pour les autres. On regarde. Patatin, c'est bon. Le golem de sève sanglante. C'est bon aussi. Voilà. On a terminé les créatures. On n'est pas totalement à 4 heures de live. Donc je pense que je vais m'arrêter définitivement là. Je ne vais rien faire d'autre après. Je vais aller m'occuper de pocheter champ VOD. On a quand même pas mal avancé aujourd'hui dessus. On aurait fait donc les sous-lieux, les aventures, le plot twist, des petites créatures avec leurs stats. Il ne restera plus que les personnages à créer
bah demain, on fera ça demain. Je sais pas si j'aurai le temps de toutes les créer parce que je pourrais pas streamer comme aujourd'hui, genre plus de 3 heures, quasiment 4 heures. Je pourrais pas faire ça demain. Je ferai peut-être 1 ou 2 heures, mais on aura le temps, je pense, déjà d'en faire 1 ou 2, peut-être 2 ou 3. On verra le temps que ça prend. Peut-être même plus, j'en sais rien du tout, on verra ça demain. Et on a revu un petit peu la structure, on l'a complété. Donc vraiment, vous prenez en fait cette structure pour faire la quête, vous partez de haut en bas, voilà, et vous descendez, et normalement vous avez tous les éléments pour mener la partie sans aucun souci. Si vous arrivez à vraiment un nom de personnage, alors Soldat Moustachu c'est pas un nom de personnage, mais si vous arrivez genre Annick Plouf, c'est un personnage, auquel cas, voilà, vous avez un tableau, Annick Plouf, c'est les chevaux. Et demain on va faire les personnages, vous aurez tout sur le perso. Vous descendez, vous avez en bleu, c'est des dialogues. Vous avez en orange, alors là vous descendez, vous avez les sous-lieux. Les sous-lieux, vous avez des éléments qui décrivent le lieu, et vous avez quelque chose qui se passe. Il y a un événement qui se déroule. On revient sur le fil. Voilà, donc on avait la maison de l'échevin, on descend. Un PNJ, des dialogues. Si c'est juste en noir comme ça, c'est juste que il se passe quelque chose. Voilà, on décrit la chose. Et on descend. En rouge, c'est qu'on a une information qui concerne le plot twist de fin. Voilà. Mais on délivre ça aux joueurs comme une information lambda, quoi. Et on progresse comme ça. Encore du orange, c'est un lieu. En noir, il se passe un truc. En majuscule, c'est en gras, c'est un PNJ. En bleu, un dialogue, etc., etc. Et en fait, juste, on défile du haut en bas. Et de temps en temps, si on a besoin, on va en dessous, on a les tableaux des PNJ, des sous-lieux, des aventures, du plot twist et les créatures si on en a besoin. Donc on a tout à disposition. Donc voilà. Alors comment dire, ce fichier là, je finirai par le proposer. Pareil comme les PNJ, tous les PNJ qu'on crée, il y a un bouton en dessous du stream sur Twitch sur lequel on peut cliquer. Il y a un gros PNJ, vous cliquez sur PNJ et ça vous amène sur un drive pour récupérer, voilà, comme ceci, tous les personnages qui ont été créés jusqu'à présent. Et il y aura aussi des liens pour accéder aux visuels des personnages, et visuels sur HeroForge, qui ont été faits sur HeroForge. Vous pourrez donc récupérer les visuels des personnages. Et pour ce qui est de cette quête-ci, je vais finir par, pareil, créer un drive sur lequel vous pourrez récupérer tout le scénar. Mais pas tout de suite, parce que de toute façon, les PNJ de cette quête ne sont pas encore créés. Donc on va commencer à les créer demain. Et peut-être qu'on les terminera samedi. On verra bien. Et voilà. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y aura un bouton avec des quêtes qui apparaîtra à un moment ou un autre. Sur ce, je vous dis merci d'être passé. Merci d'avoir regardé. Je vous dis bon après-midi. Bonne soirée, bon appétit, je ne sais pas quoi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création. Restez créatifs, amusez-vous, des bisous partout. Sur ce, au revoir.